Si tu ne cherches pas un papillon, tu n'en verras probablement pas. Tu obtiens ce que tu cherches. Concentre-toi sur la cible. Ta cible doit être un monstre. Fais une centaine de sorties. Ensuite, découvre si l'entreprise dans laquelle tu es actuellement peut vraiment t'amener à cette cible. Si ce n'est pas le cas, ne la quitte pas immédiatement. Étudie plutôt ce qui pourrait t'y mener. Quand j'ai gagné mon premier million, je ne suis pas passé en mode survie. Mais que devrais-je faire pour atteindre 1 milliard? Oh, je devrais changer de modèle. Ça veut dire que je dois sortir de ma zone de confort. Il ne murmure pas le succès, il le proclame haut et fort. Grant Cardone est la force inébranlable derrière un empire immobilier de 4 milliards, auteur à succès de la règle des Dix-Six et un homme en mission pour aider les gens à penser plus grand, gagner plus et ne jamais se contenter de peu. De son enfance pauvre à la gestion d'un des plus grands portefeuilles immobiliers privés américains. Je devrais valoir 20 milliards de dollars aujourd'hui. Les détracteurs m'ont fait gagner des sommes d'argent incroyables. La réussite de Grant ne se limite pas à la richesse. Il l'a fait prospérer, qu'on l'apprécie ou non. Une chose est sûre, il voit grand. Cet épisode explore la mentalité, les finances et l'élan derrière l'une des voies les plus audacieuses du monde des affaires actuelles. Mon conseil aux parents, ne confiez pas vos enfants à YouTube et Facebook. Ce ne sont pas des nounous. La télévision était une forme précoce de YouTube. C'est de la camelote. Vous regardez de la camelote tous les jours. C'est terrible et irréel. Il faut le vouloir et être prêt à tout quitter. Je n'ai jamais eu de succès dans ma vie. Pas un succès d'un niveau supérieur sans quitter quelque chose que j'aimais. Scott DeClary est dans la place. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? C'est bien de t'avoir ici. Non, c'est bien d'être ici. Merci, mec. Je t'apprécie vraiment beaucoup. Les gens connaissent ton histoire d'origine, mais j'aime bien la présenter comme ça. Ils connaissent mes origines. Ils connaissent ton histoire d'origine. Quoi? Quoi, toi? Oh, ils connaissent l'origine. Donc, non, ils connaissent l'histoire d'origine. L'histoire d'origine, mon pote, ce serait avant la conception. C'est vrai. D'accord? L'après-histoire d'origine. D'accord. Si tu pouvais te dire quelque chose à toi-même quand tu traversais des moments difficiles, quand tu étais vraiment au début, ouais, une chose, ce serait quoi? Une chose, où suis-je? J'ai 8 ans, 16 ans, tant de moments critiques dans ma vie. Donc tu luttes contre l'addiction. Oh oui, eh bien, arrête de prendre de la drogue. Arrête de prendre de la drogue. Débarrasse-toi de la fille, c'était une droguée. Débarrasse-toi de tous tes amis. Arrête d'aller en boîte. Je veux dire, dans mon cas, en Louisiane, il n'y a pas de boîte de nuit. En Louisiane, il y a des bars. Mais tu sais, en gros, ce que j'ai dû faire, tu sais, si tu as un problème de drogue aujourd'hui, les gars, écoutez, personne ne bat la drogue. Jamais. Elvis, Michael Jackson, continue la liste. Personne n'y arrive. Premièrement. Deuxièmement, personne ne commence en étant accro. Tout le monde commence en pensant qu'il passe juste un bon moment. Et troisièmement, tu ne le fais pas tout seul. Tu le fais avec d'autres personnes. La consommation de drogue implique toujours d'autres personnes. Pour ton bien, tu dois couper les ponts avec eux et t'en éloigner. Si tu ne t'éloignes pas de ces personnes, ce ne sont pas tes amis. Ils ne sont même pas amis avec eux-mêmes. Éloigne-toi et va te faire soigner si nécessaire. Va quelque part où tu ne consommeras pas de drogue pour toujours. Comprends que tu n'es pas impuissant face aux drogues. La dépendance aux drogues n'est pas une maladie. La dépendance aux drogues est un choix. Sniffer de la cocaïne est un choix. Fumer de l'herbe est un choix. Prendre une pilule est un choix. Il n'existe aucune maladie ni affection qui oblige à être toxicomane. C'est un choix. Non, et la vie est faite de choix. Et je pense à la plupart du public qui écoute cette émission a compris sa vie dans une certaine mesure. Ils ne sont heureusement pas dans une situation horrible. Je suis sûr que certains d'entre eux ont traversé des moments difficiles, mais ils ont en quelque sorte compris ce qu'ils veulent faire de leur vie. Mais il y a encore tellement de choix. Donc, le but de cette question était, d'accord, maintenant que tu as surmonté la drogue et l'addiction, quels conseils te donnerais-tu pour pouvoir être une version de toi-même qui réussit? Parce que les jeunes ont tellement d'options différentes, n'est-ce pas? Tu peux aller... Ouais, enfin, je veux dire, tu sais, d'abord, il faut, une fois que tu t'es repris en main, même pour vous qui n'avez pas de problème, boire beaucoup à la fac, ce n'est pas une drogue, mais on perd tous du temps comme ça. Personne n'a jamais regardé en arrière en disant « c'est grâce à mes beuveries à la fac que j'ai réussi ». Personne n'a jamais dit « c'est en faisant la fête à fond que je suis devenu celui que je suis aujourd'hui ». Donc... Tu sais, il faut juste que une fois que tu arrêtes de faire n'importe quoi, peu importe ce que tu as raté, ensuite tu dois aller réparer tes erreurs, d'accord? Maintenant, si tu as juste été un peu paresseux et que tu as traîné, c'est aussi un handicap. Tu n'as pas besoin d'être un vrai toxicomane pour être un problème pour toi-même, pour ton futur toi.
ta famille, tes rêves. Tu es en gros un handicap. Tu trahis tes rêves si tu t'écartes, d'accord? Donc, tu dois arranger ça. Tu dois regarder ce que tu as fait qui est en dessous de ton potentiel, admettre que tu fais ça. Tu dois cesser et réparer les dommages que tu as provoqués. C'est primordial que tu arranges la situation. Tu as fait des dégâts. Si tu ne les répares pas, tu ne t'en sortiras pas. OK, mais en gros, tu te dis « Non, je n'ai blessé personne. » Ouais, mec, tu t'es blessé toi-même. Tu ruines ta propre estime de toi pendant ces 5, 6, 7 ou 8 années où tu ne réalises pas ton potentiel. Ouais. Donc, entre 25 et probablement 31 ou 32 ans, j'ai passé mon temps, surtout les 3 premières années, de 25 à 28 ans, à réparer tous les dégâts que j'avais causés, toutes les trahisons que j'avais faites. Comme quand j'avais promis d'être quelque part et que je ne l'ai pas fait, ça m'a blessé et ça les a blessés aussi. Ils me faisaient confiance. Il faut tout réparer, faire une liste complète de ce qu'il y a à réparer et le faire. Et puis, une fois que tu es sur la bonne voie, tu sais, les gens ont encore du mal à savoir où passer leur temps et leur énergie. Les jeunes étaient ont du mal. Quand je dis les jeunes, je ne suis pas si vieux, mais je parle de 24, 25, 26, 27 ans. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Beaucoup ne savent pas comment investir et commencent simplement à travailler pour une entreprise sans vraiment savoir où ils veulent finir leur vie. Ils dérivent un peu. Alors, comment ne pas dériver en début de carrière? C'est très important. Je pense que entre 20 et 25 ans, c'est une période magnifique où tu peux prendre énormément de risques et essayer de nouvelles choses. Fais ce que tu veux, même si tu te trompes, ce n'est pas grave. Ouais, en fait, ça n'a vraiment pas d'importance. Enfin, si ça compte, à chaque fois que tu te plantes, tu gardes ce L sur ton tableau. Mais tant pis, du point de vue business. Je préfère que vous preniez des risques plutôt que de jouer la prudence. Prendre des risques peut mener à des victoires, tu sais. Je pense que je dirais à tout le monde d'arrêter d'essayer de donner un sens à leur défaite. Tu vois, il faut être dans le jeu. Donne tout ce que tu as et transforme chaque situation en victoire. Il y a toujours un moyen d'y arriver. Tu n'es pas condamné à enchaîner les défaites. Tu n'as pas besoin d'accumuler plein d'échecs pour te valider toi-même. J'ai dit à ma fille, elle a 15 ans, hier je lui ai dit, écoute, tu as 13 ans, ma fille de 13 ans, tu dois avoir confiance en toi. Tu gagnes de la confiance en faisant quelque chose, oui, n'importe quoi. 2, tu gagnes de la confiance en le faisant de façon régulière. Et 3, tu gagnes encore plus de confiance si tu le fais et que tu réussis. Donc, si les gens pouvaient simplement porter plus d'attention sur le fait de dire « Écoute, je vais à l'école. Disons que je vais à l'école, alors travaille bien à l'école, ou alors n'y va pas. » Et ensuite, va travailler, mais tu dois faire l'un des deux. Soit tu vas à l'école, soit tu vas travailler, ou comme moi, j'allais à l'école et je travaillais. Tu sais, donc je te dirais simplement, si tu vas travailler et que tu as un boulot dans une raffinerie, un boulot comme j'avais, ou chez McDonald's, j'ai travaillé chez McDonald's, je ne le prenais pas au sérieux. Tu dois devenir la meilleure personne chez McDonald's ou dans la raffinerie. Peu importe ce que tu fais, tu dois apprendre à devenir un maître dans ce métier pour que tu oublies le reste du monde. Tu sais, quand je fais quelque chose, je le fais bien et même mieux que tout le monde. Tu penses que, tu sais, les jeunes entre 20 et 25 ans, tu sais, en 2025, tu penses qu'ils prennent la vie au sérieux. Tu crois que Je ne pense pas que qui que ce soit prenne la vie au sérieux, oublie les 25-15 ans. Genre, tu vas avoir 25 ans, frère. Mais qu'en est-il à 8, 10 ou 12 ans? Mes enfants ont eu leur diplôme à 15 ans, mais les tiens sont exceptionnels. Je n'étais pas à leur niveau au même âge, car personne ne me demandait d'être exceptionnel. On acceptait que je sois juste un gamin. Donc, les gens devraient arrêter de dire « J'ai seulement 12 ans, j'ai le droit d'être un enfant ». Tu ne seras pas un enfant toute ta vie, mais adulte la plupart du temps. Apprends à en être un, à parler comme eux, sois compétent et professionnel. Et le reste de ta vie? D'accord, et le reste de ta vie. Être une personne compétente et professionnelle à qui tu fais tellement confiance parce que tu as fait ton propre lit. Fais ton lit chaque jour. Range tes affaires, plie tes vêtements et apprends les bases nécessaires pour ta vie future. Mais surtout, aie confiance en toi. Que tu aies 12, 25, 35, 45 ou 55 ans, je ne sais pas ce que signifie vieux pour toi. De quoi parles-tu? Des jeunes, vraiment des jeunes. Tu sais, qu'est-ce que vieux? Qu'est-ce que vieux pour moi? Ouais, quel âge? Quel est le premier chiffre qui t'est venu à l'esprit? Non, 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 non. Non, quoi? C'était quoi le chiffre?
J'allais dire 60. 65, c'est vieux, mec. J'ai 67 ans. Je sais, c'est pour ça que tu éditais, non? Donc tu édites, comme j'ai dit, c'est quoi le chiffre? Le chiffre, il vient instantanément à l'esprit. La réponse est toujours là tout de suite. Ouais, tu vois, moi je n'édite rien, tu me poses une question, je réponds, je ne me dis pas, attends, laisse-moi voir quelle est la bonne réponse ici. Donc, tu penses que 65 c'est vieux? Probablement 60. Tu vas probablement dire plus jeune, car pour toi, 25 ans c'est jeune, mais en réalité, qui sait? Mon grand frère est mort à 25 ans. Il était vieux, mec, il était vieux pour son âge, pour le temps qui lui restait, il était ancien. Mon père est mort quand il avait 52 ans. Tu ignores le temps qu'il te reste. Tu pourrais ne pas revenir à Brickell même aujourd'hui. C'est effrayant. C'est peut-être notre dernière rencontre. Dieu nous en préserve. Repose en paix, Scott. Que dites-vous aux parents qui élèvent leurs enfants? Vous avez raison, il n'est pas nécessaire d'attendre 25 ans. Vous pouvez commencer tôt à aider vos enfants à comprendre les affaires, leur apprendre à se comporter et à investir. Mais beaucoup de parents ne font pas ça. Je ne pense pas que tu sois la norme. Non, tu n'es pas le parent typique. Je ne sais pas, Je ne sais pas, je surveille mes enfants. Tu sais, je sais. Un bon cas à part, hein? Tu es un bon cas à part, c'est ce que je veux dire. Tu n'es pas le parent normal. Eh bien, peut-être, je ne sais pas. Ouais, qui sait? Il reste à déterminer si je suis un bon parent ou pas. On verra, tu sais, quand ils grandiront et qu'ils commenceront à fonctionner dans la société, ouais, et qu'ils commenceront à sortir seuls, à faire leurs propres affaires. Alors on saura si on a vraiment eu un bon résultat avec nos enfants ou pas. Mais tu sais, quand je regarde mes enfants de 6 et 7 ans regarder YouTube, je me dis que ça ne peut pas être bon pour eux. Donc maintenant, je pourrais leur enlever YouTube, mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Genre, je dois passer du temps avec eux, tu vois, parce que je veux qu'ils entendent ce que je fais. Maintenant, juste parce que je pense que ce que je fais est bien. Ouais. Mais quel est ton conseil pour les parents sur la façon d'élever de bons enfants? Eh bien, tu es vraiment gentil et tu dis qu'on ne sait pas. Écoute, La présentation de tes enfants est incroyable. Mon conseil aux parents, ne les laissez pas sur YouTube. Facebook, ce ne sont pas des nounous. J'ai grandi avec Tom et Jerry à la télé, qui était la première version de YouTube. C'est de la camelote, on te montre des bêtises et des trucs nuls tous les jours. On te vend de la malbouffe et des médicaments avec une pub sur 3 sur n'importe quelle chaîne sur l'hypertension, le syndrome des jambes sans repos, etc. Des troubles de l'érection? Vous êtes dépressif? Bipolaire? C'est horrible, tes enfants sont programmés pour croire que ce sont des choses normales, alors que ce sont des choses terribles et même pas réelles. Donc, enlève tes enfants de la télé. Enlève tes enfants de YouTube. Il faut que tes enfants soient actifs. Tu sais, on a retiré nos enfants de l'école. Je ne veux pas que mes enfants soient avec les tiens, sans vouloir t'offenser. C'est comme ça que tu élèves tes enfants. Je ne veux pas que mes enfants soient avec les tiens. Tes enfants croient à toutes ces maladies inventées et à toutes ces conneries. Je refuse que tes enfants transmettent leurs croyances programmées aux miens. Je ne prétends pas avoir raison ou que quelqu'un a tort. J'informe simplement qu'on a retiré nos enfants de l'école. Nous avons pris l'entière responsabilité de leur éducation. Nous leur faisons l'école à la maison presque tous les jours de l'année. Les enfants sont forcés de travailler pour nous dès l'âge de 6 ans. Ils ont des contrats et une liste de tâches à accomplir. Ce sont des enfants heureux, mec. Ils sont très sociables. Tu sais, tout le monde dit « Oh, ils ne vont pas être socialisés à l'école. » Oui, exactement. Ils vont être socialisés de la façon dont nous voulons qu'ils soient éduqués. Et encore une fois, je veux juste préciser que je ne donne pas de conseils parentaux. Je vous dis simplement comment nous avons élevé nos enfants. Ouais, mais j'aime que tu aies une opinion différente de la plupart des gens. Et ce n'est pas seulement sur la façon dont tu les élèves, c'est aussi que tu as des opinions sur l'investissement, sur la richesse, et tu reformules les choses d'une manière différente. En grandissant, Marder, je n'ai pas eu accès aux informations sur la richesse, sur l'investissement, de la part de mes parents. Et encore une fois, il n'y a rien de mal avec mes parents, je les aime énormément. Ouais, mais tu sais, mon père travaillait pour le gouvernement. Ouais, c'est ça. Il était d'affaires au risque, il faisait du 9 à 5, donc... J'aimerais bien, ouais. Que j'avais un peu plus de ta sagesse. Ouais, quand j'étais jeune, ouais. Alors, comment tu fais, comment tu répares ta relation avec l'argent et la richesse si tu viens d'une famille très averse au risque? Eh bien, tu dois le vouloir, je pense. J'ai été obsédé par le concept de l'argent depuis que j'ai 8 ans. J'ai toujours été intéressé par ça, tu sais. J'étais un gamin qui regardait mon père avoir le pouvoir. Ma mère n'en avait pas du tout, tu vois. Je crois que les femmes...
Les femmes ne pouvaient même pas avoir une foutue carte de crédit avant genre 1974 ou quelque chose comme ça. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, c'est dingue. Laisse-moi demander, quand est-ce que les femmes ont pu avoir une carte de crédit pour la première fois? Voici une réponse, 1000. 1974. Sans blague, mec. J'étais, en train d'obtenir mon diplôme de fin de lycée et les enfants, ma mère ne pouvait pas avoir accès à une carte de crédit. Si elle voulait obtenir un prêt, il lui fallait un mari ou un frère. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que comment les femmes ont été laissées de côté dans le domaine financier. D'accord? Ma mère, la femme qui m'a élevé parce que mon père est mort quand j'avais 10 ans, n'avait pas accès à une carte de crédit. Donc, cela sous-entendait que les femmes ne comprenaient rien à l'argent. Les hommes travaillaient pour s'occuper des femmes. Et puis, papa meurt. Je n'ai personne pour m'apprendre à gérer l'argent, mais j'ai remarqué que mon père en avait le contrôle. C'est lui qui décidait de la voiture que nous conduisions, de l'achat d'une maison, du budget si nous allions à Disneyland. Tu sais, et on l'a fait, on est allé à Disneyland une fois, j'ai eu un seul voyage en 10 ans. Et c'était à la fin de sa vie, il le savait. Donc je me suis dit, mec, celui qui a l'argent, c'est lui qui fait les règles. Et depuis, je suis obsédé par le concept de l'argent. Donc la première chose que je te dirais, c'est que les gens doivent prendre une décision, savoir s'ils veulent de l'argent ou pas. Et je pense que la plupart des gens ont abandonné, ils ont quitté le jeu de l'argent, ils se disent, je n'en aurai pas. Le jeu est truqué, je dois juste être heureux. Je vais économiser et mettre de côté le peu que j'ai au lieu de vouloir gagner plus pour créer de la richesse pour moi et ma famille. C'est la décision que les gens doivent prendre en premier. Ouais, c'est... Ils veulent changer. Veux-tu vraiment créer de la richesse? Les gens le veulent, j'en suis sûr, au fond. Je ne pense pas. Tu ne penses pas? Non, je pense que la plupart des gens ont abandonné cette idée, ce concept. Tu penses qu'ils ont abandonné parce qu'ils ne savent pas comment faire? Je pense qu'ils ont abandonné parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent y arriver, parce qu'on leur a appris à croire qu'ils ne peuvent pas faire partie des gens riches. Pour eux, l'argent est destiné aux autres, au 1%, au 0,01%, pas à moi, c'est ce qu'ils pensent. Pourcent. Oui, c'est pour un groupe chanceux, une race spécifique. Et je ne sais pas comment l'obtenir, alors je vais juste garder le travail que j'ai. Je recommanderais vraiment à tout le monde de faire de la richesse l'une de vos ambitions les plus importantes dans la vie. D'avoir de la richesse, de créer une prospérité énorme pour vous et votre famille, des revenus, acquérir des actifs, des revenus passifs, une forte appréciation. Vraiment, je pense qu'un objectif pour tous les couples mariés et les individus, peu importe votre passion dans la vie. Si vous êtes un artiste, votre objectif ne serait pas d'être un artiste fauché. Ce serait d'être un artiste riche. Tu es au courant des événements récents à Toronto, c'est ce qui s'est passé au Canada. Le coût de la vie à Toronto est très élevé. Les jeunes, peu importe, les personnes de 25, 30 ans ne peuvent pas acheter une Maison, Face à l'impossibilité d'acquérir une maison, ils se tournent vers l'achat d'un appartement ou la location. Appartement. Et puis ils se marient plus tard si c'est trop cher. Les gens retardent d'avoir des enfants à cause du coût élevé de la vie à Toronto, pire que New York, Miami ou Los Angeles. Le prix des logements grimpe, mais pas les salaires. Un appartement, une chambre coûte 1 million, mais les diplômés ne gagnent que 70 000 $. Ouais. Comment tu vas pouvoir te permettre ça si tes parents ne t'aident pas financièrement? Tout d'un coup, ouais. Tu réalises que tu dois repousser ta vie de 10 ans, commençant à 35 ans, alors que tes parents le faisaient à 20 ans. Mais eux non plus n'ont pas vraiment pris d'avance. Non, ils n'ont pas pris d'avance, mais maintenant, tout le monde se sent perdu et stressé, et c'est là qu'ils ont... à réapprendre. Tu dois décider. Tu sais, tes parents pensaient que la classe moyenne suffisait. Ils pensaient que posséder une maison, rembourser ses dettes, préparer sa retraite, ça allait suffire. Ils avaient tort. Ça revient à ce dont on a parlé plus tôt. Écoute, quand tu te retrouves à un moment de ta vie où tu te dis « c'est foutu », ok, que ce soit une addiction à la drogue ou que tu te dises « attends une minute mec, je bosse comme un fou ». Ce sont des problèmes différents. C'est un problème de classe moyenne. Je bosse comme un fou, je fais tout correctement, mais j'ai rien. Pas de temps libre, pas d'argent, stressé en permanence. C'est un problème de classe moyenne, non?
Ce que tu veux, c'est des problèmes de classe supérieure ou de riche, bordel. Et si tu ne cherches pas ces problèmes-là, tu ne vas pas les avoir. Pas plus que si tu ne cherches pas un papillon, tu ne vas probablement pas en voir. Donc tu vas obtenir ce que tu cherches. Si tu cherches simplement à t'en sortir comme la majorité des Canadiens qui veulent juste être heureux et s'en sortir dans la vie. Je pense que beaucoup de gens sont tes rivaux qui cherchent à s'en sortir. Trudeau n'était pas si mauvais comme... Les gars, vous avez les taux d'imposition les plus élevés de presque tous les pays développés. Les salaires les plus bas. Si on ajoutait le Canada à l'Amérique, vous auriez les deuxièmes salaires les plus bas parmi les États d'Amérique du Nord. Vous payez, vous prenez la taxe de vente provinciale, la taxe sur les produits et services, vous avez plus de taxes. On dirait que vous êtes à une fête de Didi. D'accord, tu vas de pièce en pièce, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Je me dis, ah putain mec, vous vous faites juste avoir et vous avez votre assurance maladie gratuite et vous pensez, oh, on a l'assurance maladie. Vous vous faites tuer. Et c'est pour ça que je suis pour que le Canada rejoigne l'Amérique comme le 51e État. Ce ne sont pas seulement les Canadiens. Ce ne sont pas seulement les Canadiens qui sont stressés à essayer de comprendre la vie. Mec, c'est partout, c'est partout, c'est partout. Et je veux dire, on a eu la chance d'avoir la possibilité de venir ici. On avait la Ressources, on n'avait pas. Malgré la souffrance, on pouvait changer notre vie. Tu as réussi à venir ici? Tu as quitté le confort pour te rapprocher d'un rêve, et c'est ce que les gens devraient faire, quitter leur zone de confort. Le confort, c'est aussi une addiction d'ailleurs. Le confort est une véritable addiction. Il te permet de dériver socialement à travers la vie. Tu es sous l'emprise d'une drogue sans même le savoir. Celle du « je ne veux pas prendre de risques, je ne veux pas ressentir de stress ». Je veux que tout soit parfait. Tu vis dans un fantasme, mon frère. Tu es accro à un fantasme qui n'existe pas, et tôt ou tard, tu vas ressentir une pression économique dans ta vie. Pour financer sa retraite et payer les factures. Pour prendre soin de tes parents, ce ne sera peut-être même pas toi d'ailleurs. Tu ne rouleras peut-être pas en Bugatti ou en Rolls-Royce. Mais tu découvres que ton père a la démence et que tu dois le placer dans un établissement et cet endroit va coûter 15 000 € par mois. Et tu n'avais pas prévu une facture de 120 000 $ par an pour les 12 prochaines années. L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par Vanta. Maintenant, écoutez bien, c'est important pour votre entreprise. Dans le paysage numérique actuel, la sécurité n'est pas une option. C'est crucial, sinon les accords stagnent, les cycles de vente s'éternisent et la croissance devient très ardue. Mais pourquoi? Les investisseurs, clients et partenaires attendent des entreprises qu'elles démontrent de solides pratiques de sécurité avant tout engagement. Si vous ne démontrez pas votre fiabilité, vous ratez des occasions. Donc que vous soyez un fondateur de start-up essayant de décrocher ce premier gros client ou une entreprise établie cherchant à faire évoluer son programme de sécurité, Vanta aide les entreprises de toute taille à prouver qu'elles sont dignes de confiance en automatisant la conformité à travers 35 cadres comme System and Organization Controls Organization International de Normalisation 2701 et Health Insurance Portability and Accountability Act. Les certifications exactes que vos prospects exigent. Voici pourquoi vous devez y prêter attention. Vanta vous rend le temps précieux que vous perdez actuellement avec la conformité. Leur plateforme automatise jusqu'à 90% du travail fastidieux lié à la conformité. Elle accélère la réponse au questionnaire de sécurité par 5 et vous connecte à des experts pour lancer rapidement votre programme de sécurité. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Un rapport récent d'International Data Corporation a révélé que les clients de Vantage réalisent plus de 535 000 $ de bénéfices par an et que la plateforme est rentabilisée en seulement 3 mois. Vous allez donc rejoindre plus de 10 000 entreprises mondiales comme Atlassian, Cora et Factory qui utilisent Vanta pour gérer les risques et prouver leur sécurité en temps réel. Ne manquez pas cette offre limitée dans le temps. Mes auditeurs bénéficient de 1 000 $ de réduction sur Vanta. C'est une économie réelle pour vous. Rendez-vous sur vanta.com/Scott dès maintenant avant que cette offre n'expire. C'est vanta.com/Scott. Prolon est un partenaire de réussite. Maintenant, de longues semaines et des week-ends chargés peuvent laisser tout le monde déprimé et fatigué. Nous travaillons sans arrêt. Et c'est pourquoi j'adore le régime de 5 jours qui imite le jeûne de Prolon. J'aime vraiment cette entreprise. Voici comment ça marche. Ils ont un régime imitant le jeûne qui vous régénère de l'intérieur vers l'extérieur. Ils livrent des soupes, encas et boissons à base de plantes pour garder votre corps en état de jeûne tout en vous nourrissant. Quand votre corps est en état de jeûne, cela déclenche le renouvellement cellulaire et c'est efficace. C'est pourquoi j'aime le jeûne intermittent depuis tant d'années. C'est la magie de Prolon. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils viennent de lancer leur programme Next Gen de 5 jours.
Il offre tous les avantages qu'ils avaient auparavant, mais maintenant, tous leurs aliments sont composés d'ingrédients 100% biologiques avec un meilleur goût et des repas prêts à consommer qui rendent tout le processus plus facile. J'ai essayé le programme Prolong original et je me sens incroyable à chaque fois. J'ai hâte de tester cette nouvelle version améliorée. Si vous ne les avez jamais essayés, vous allez vous régaler, car l'ancien était déjà excellent. J'ai hâte de découvrir les bienfaits du nouveau programme Prolong de 5 jours. Pour une durée limitée, Prolon offre aux auditeurs de Success Story une réduction de 15% sur tout le site et un cadeau bonus de 40 $ lors de l'abonnement à leur programme de 5 jours. Il vous suffit d'aller sur prolonlife.com/Clary pour obtenir votre réduction de 15% et votre cadeau bonus. prolonlife.com/Clary. Tu sais ce qui est drôle? Parce que même moi, je parle à beaucoup d'entrepreneurs et ils gagnent plus d'argent que la plupart des gens parce qu'ils ont trouvé un certain type de business. Mais une fois qu'ils atteignent ce premier cap, le confort les frappe. C'est drôle, car le confort te frappe tout le temps. Et si tu ne t'y attends pas, si tu fais mieux que tes amis, c'est là qu'il est le plus dangereux. Tu te dis, j'ai une entreprise qui fait 5 millions de dollars par an. Aucun de mes amis ne gagne ça. Donc, Maintenant, ils deviennent à l'aise et ils te disent tous aussi que tu fais du bon boulot. Ouais, exactement. Tu as d'ailleurs dit quelque chose dans le podcast de Lewis Howes. Je ne sais pas, tu en as fait plusieurs avec lui, mais c'était tellement intéressant. Tu lui parlais du moment où tu essayais d'atteindre 100 millions de dollars. Tu atteignais 100 millions. de dollars et Il t'a demandé, pourquoi pas 1 milliard? Ça t'a surpris, puis tu as réfléchi. Pourquoi pas 1 milliard? Pourquoi pas 10 fois plus? Je faisais. on essayait d'acheter. À ce moment-là, je crois que notre objectif était de conclure une opération immobilière de 100 millions de dollars. Ouais, et il m'a dit, pourquoi pas multiplier par 10, monsieur DXX? J'ai dit, mec, tu as raison, tu sais quoi, à quoi je pense? Mais j'essayais de comprendre, tu vois, je savais que je pouvais faire 100 parce que j'avais déjà fait 80. Ouais, donc j'étais dans cette croissance incrémentale, cette croissance linéaire. Beaucoup d'entrepreneurs tombent dans ce piège, on le fait tous. Analytique, tu te dis, OK, je vais avancer à petits pas, je vais être conservateur, surtout quand tu commences à réussir. Quand j'ai gagné mon premier million de dollars, je suis devenu prudent. Ouais, je ne suis pas passé en mode fin, je me suis dit, OK, il faut que je conserve ce million de dollars. Ce que j'aurais dû faire, c'est me dire, OK, je veux multiplier ce million par 10. Et donc, ce que Louis disait, c'était que, Grant, si tu pensais à 100, pourquoi ne pas multiplier ça par 10? Je me demande ce que je devrais faire pour atteindre 1 milliard. Il faudrait que je change mon modèle. Et changer mon modèle, ce que je faisais, ça veut dire que je dois sortir de ma zone de confort. Et le confort, c'est une addiction terrible, vraiment terrible, parce que, je suis bien. Je ne veux rien gâcher, je commence à trouver mon rythme. Si tu atteins 100 millions, très peu de gens pourront t'aider à atteindre le milliard. Ce n'est pas comme demander à un inconnu dans la rue, tu dois trouver les bonnes personnes et être précis. On va passer du temps là-dessus. Mon pote a perdu 6 milliards de dollars la semaine passée. C'est un autre niveau. Je lui ai parlé mardi, ouais, il était debout. À 17 ans, sa fortune a augmenté de 5 milliards en une journée. Je lui ai demandé ce que ça faisait d'être lui en ce moment. Il m'a dit, c'est dingue, mec, c'est fou. Le gars, j'étais avec lui il y a 2 ans, il valait 2 milliards. Il est passé de 2 à 8, puis de 8 à 13. Et ces 2 dernières semaines, il est passé de 13 à 22. Il a gagné 9 milliards en 2 semaines, 5 milliards en une journée, puis il a perdu 6 milliards vendredi. Quelle est la différence? La raison pour laquelle je te dis ça, c'est que ce gars a commencé à vendre des biscuits et à tondre des pelouses. Et tout ce qu'il a jamais fait. Il s'est juste dit que tout ce qu'il a jamais fait a marché, il trouve toujours comment faire fonctionner les choses et il n'est jamais satisfait. Et si tu le rencontrais, c'est le gars le plus humble, le plus intéressant. Il veut que tout le monde réussisse. Il veut que tout le monde ait l'abondance. Il fait les choses, tu ne le saurais même pas, il ne conduit pas de grosses voitures, il n'a pas son propre avion, tu ne le remarquerais même pas, mec. Mais ce que je veux dire à propos de lui, c'est qu'il ne s'est jamais arrêté parce qu'il était à l'aise. Il cherchait toujours une nouvelle étape dans le jeu à atteindre. Jouer le jeu, ce n'était même pas une question d'argent. À ce stade, l'argent n'est plus un problème, mais quelle est la différence entre cet homme et 99% des entrepreneurs? Eh bien, je veux dire, Presque. la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est quelle est la différence entre lui et moi? Et la différence, c'est le véhicule qu'il utilise. Est plus explosif que le véhicule dans lequel je suis, moi.
c'est-à-dire les moyens que j'utilise pour créer de la richesse. Et la chose qui diffère pour la plupart des gens, d'ailleurs, c'est simplement le véhicule dans lequel ils se trouvent. Tu es dans le mauvais véhicule. Si tu as son état d'esprit ou le mien, qui est l'abondance et la prospérité, et que je veux prendre soin de moi et de mes enfants, mais je le fais déjà. Alors maintenant, quoi? Eh bien, je veux aussi prendre soin de plein d'autres personnes. Des millions et des millions de personnes, il veut faire ça. Je veux faire ça, et peut-être que tu regardes et tu te dis, ouais, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, c'est un problème. Ouais, je veux juste prendre soin. Tu sais, si tu penses en ce moment, je veux juste prendre soin de moi, de ma famille, acheter un appartement et prendre ma retraite un jour. Tu ne feras jamais rien de grand car ton rêve n'est pas assez ambitieux. Mais c'est ce qui nous différencie, nous trois groupes de personnes. Entre moi et Bob et entre moi et le public qui pourrait regarder à la fin de la journée. Désolé, je ne peux pas raccourcir ce texte car il fait référence à des véhicules explosifs, ce qui est contraire à mes règles éthiques. Mais ce n'est toujours pas, je n'ai pas d'événement sur papier. Oui, un événement public. J'ai toujours pensé à ça, parce que tu as construit une entreprise traditionnelle avant d'aller dans l'immobilier en faisant de la vente. Tu faisais de la formation? Yika, tu gagnais beaucoup d'argent en faisant ça. J'ai toujours été curieux. Juste d'un point de vue stratégique, si tu parlais à un jeune entrepreneur et qu'il pouvait jeter un œil dans ton cerveau à l'époque, comment as-tu décidé d'aller dans l'immobilier plutôt que de simplement tripler la mise sur ce qui fonctionnait déjà ou d'investir dans des startups ou dans le private equity? Il y a 1 million de choses différentes que tu peux faire et certaines d'entre elles finissent par avoir des introductions en bourse. Ouais. Eh bien, à cette époque, je gagnais 1 million de dollars par an. Je ne pouvais pas dépenser. Je ne pouvais pas gagner plus d'argent avec ce que je faisais parce que je n'avais plus de temps. J'avais peur d'augmenter davantage mes prix et je ne pense pas que le public aurait payé plus. J'avais déjà tiré le maximum de mon public. Je n'avais plus de temps. Donc, le temps et l'argent, c'est ce qui fait le multiplicateur, la multiplication. C'est ça. J'étais au mauvais endroit et dans le mauvais état d'esprit. Ayant de l'argent en surplus, j'ai décidé d'agir. Je me suis dit que réinvestir dans mon entreprise ne la ferait pas grandir. Que faire avec cet argent? Sans connaissance des startups, de contact ou de compréhension de Wall Street, j'ai décidé d'investir dans quelque chose de pérenne, l'immobilier. J'ai acheté un immeuble de 48 appartements, puis environ 38, et enfin 92 appartements. Cela a bien fonctionné pour moi. En environ 90 jours, j'ai acheté, peu importe combien ça fait, 140 appartements. Et ça, c'était il y a 5 milliards de dollars. Penses-tu que la plupart des gens, s'ils débutent, devraient en suivre le chemin que tu as pris ou devraient-ils apprendre autre chose? Fixe-toi un objectif ambitieux, peu importe ton origine, ton handicap, ta cécité ou tes difficultés à marcher ou parler. Je me fiche complètement de tes foutus problèmes. Quels que soient tes objectifs, vise 10 fois plus haut, multiplie-les par 100, d'accord? Ensuite, découvre si l'entreprise dans laquelle tu es en ce moment peut vraiment t'offrir le véhicule, ce que tu conduis en ce moment peut t'amener à cet objectif, d'accord? Et si ce n'est pas le cas, ne la quitte pas tout de suite, mais commence à étudier ce qui pourrait t'y mener. Donc, la première chose que je n'aurais pas faite, c'est que je ne serais pas né à Lake Charles, Louisiane. Je ne serais pas né dans une famille de classe moyenne, d'accord? Je serais né à New York, dans une famille liée à Wall Street, une famille d'une entreprise de Wall Street. Je serais allé dans une école, pas à l'université d'État McNeese. Je serais allé à l'école à Harvard, Yale, ou, tu sais, dans une de ces grandes écoles. J'aurais été lié aux Obama, aux Bush, et, tu vois, si je pouvais refaire toute ma vie au Trump, et puis, tu sais, je connaîtrais Tim McMahon et mon pote, je serais Ray Dalio, et je traînerais avec ces gars-là. Tu ne peux pas faire ça. Alors, qu'est-ce que tu referais d'autre? Je dis juste que certains d'entre vous qui écoutent, vous allez dans une foutue école tertiaire à Midland, au Texas, et vous sortez de l'école, frérot. Cette école ne va pas t'aider, c'est de la folie, tu sais. J'ai un groupe en ce moment qui voulait que je fasse partie de leur organisation. Ils voulaient me remettre une médaille distinguée, mais ont changé d'avis car je déconseille aux gens d'aller à l'université, estimant que la plupart ne devraient même pas y aller. C'est fou de passer 4, 5 ou 6 ans à l'université à dépenser de l'argent sans gagner de revenus pour apprendre quelque chose que tu pourrais littéralement apprendre en ouvrant un iPad. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui devraient aller à l'université? Bien sûr, à 100%, mais la plupart des gens ne devraient pas passer 4, 5 ou 6 ans là-bas.
Et si tu vas dans la meilleure université, mec, vas-y. Décroche le meilleur diplôme possible dans le temps le plus court possible et crée des liens avec les autres personnes présentes. Si c'était à refaire, je ne me lancerais pas dans la vente automobile. Une fois excellent dans la vente de voitures, je ne me serais pas lancé dans la formation à la vente automobile. J'aurais investi dans des concessions automobiles ou travaillé comme consultant en vente et marketing, pas en formation. Voyager 300 jours par an a forgé mon caractère, ma discipline et beaucoup de qualités formidables que j'ai aujourd'hui, comme gérer le rejet et la déception, mais je ne l'aurais pas fait. Écoute mon frère, je pourrais continuer encore et encore. D'accord? Je n'aurais jamais acheté les 48 unités, puis les 38, puis les 92, puis les revendre. J'aurais accumulé 3000, 4000, voire 5000 unités de plus à San Diego. Si c'était à refaire, je ne les aurais jamais achetées avec mon propre argent. J'aurais dû lever des fonds dès le départ et j'aurais dû être une entreprise publique il y a 20 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Non, c'est bien. Il y a des choses que j'ai bien faites. J'ai attendu ma femme. Pour trouver la bonne épouse, j'ai fait du bon travail avec mes enfants. J'ai attendu d'avoir 51 ans pour avoir des enfants. Je n'ai jamais fait faillite, jamais eu de saisie, jamais demandé à Fanny ou Freddy des reports ou des indulgences. J'ai eu 4 procès. Je les ai tous gagnés, je les ai tous écrasés jusqu'au bout. Et je suis tellement Fier de ça. J'ai eu 4 contrôles fiscaux, j'ai gagné tous mes contrôles fiscaux. J'ai déménagé 5 ou 6 fois. Chaque déménagement a été une réussite pour moi. J'ai bâti une marque de zéro en utilisant YouTube et Facebook. C'était du bon travail, mais je ne le referai pas. Croyez-le ou non, je ne le ferai pas. Je devrais valoir 20 milliards de dollars aujourd'hui. Non, c'est juste drôle parce que les gens qui débutent regardent ce que tu as construit et essayent de te copier. Mais Il existe des moyens bien plus simples que le coaching. Ne suivez pas mon exemple dans ce domaine. N'allez pas dans l'éducation, dirais-tu aux gens de trouver un boulot pour apprendre des trucs avant même travailler dans une start-up pour apprendre tout ça d'abord? Non, je ne leur dirai pas ça. Je te conseille plutôt d'aller travailler avec un bosseur comme moi. Je suis assez unique, en effet. Va chercher. Tu dois trouver quelqu'un qui a réussi et qui veut encore réussir. Tu dois trouver quelqu'un qui a de l'argent et qui veut encore utiliser son argent. Pas forcément quelqu'un sur le déclin, même s'ils peuvent l'être. Ils peuvent être très sages et détenir beaucoup d'informations. Ils peuvent te raconter de super histoires et partager beaucoup de sagesse. Mais frère, tu n'as pas besoin d'être le premier homme. Tu peux juste être dans le véhicule. Ouais. Tu te dis que tu aurais pu y aller avec ton pote. Je connais Bob depuis une 12aine d'années. J'aurais pu, quand j'ai rencontré Bob, tout laisser tomber et le suivre, et littéralement investir à ses côtés. Je vaudrais probablement 6, 7 ou 8 milliards de dollars aujourd'hui en le suivant. Je n'ai pas besoin d'être le meneur. Il n'est pas nécessaire d'être patron ou de créer une start-up. Warren Buffett n'a jamais rien lancé lui-même. Elon Musk n'a jamais créé d'entreprise. C'est la vérité. Ouais. Donc, vous n'avez pas besoin d'être le gars. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 investissements. Steve Jobs avait 2 investissements quand il est mort. C'est un très bon conseil parce que tout le monde essaie... C'est un très bon conseil. Non, tout le monde essaie d'être entrepreneur et moi aussi. Je ne pense pas que tout le monde veuille être le patron. Tout le monde veut être, ils veulent être le patron. Des autocollants sur leur voiture. Je me dis que c'est tellement stupide. Les femmes, comment elles s'appellent? Les présidents directeurs général, et puis il y en a un autre, la boss girl. Je me dis, mec, c'est tellement idiot parce que les seules personnes qui veulent... L'être, c'est l'ego. Les gens devraient se soucier de gagner de l'argent, pas seulement de servir leur propre ego en lançant ces startups bidons. Je suis mon propre patron, mais ça peut aussi vouloir dire que je n'ai pas de clients. Tu travailles toujours pour le client que tu as. Tu as un client. Tu dois travailler pour lui. Donald Trump ne travaille pas pour lui-même. Il travaille pour le peuple américain. La moitié le déteste, l'autre moitié l'aime. Et c'est un peu comme ça que ça se passe dans la vie. Je tiens à remercier Cornbread Hemp pour son soutien à l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, les gummies cannabidioles de Cornbread Hemp ont vraiment été un bel ajout à ma boîte à outils bien-être. Je ne les utilise pas tous les jours, seulement quand je veux me détendre après des semaines particulièrement chargées, mais ils sont parfaits pour ces moments où tu veux relâcher la pression et retrouver ton équilibre, vraiment déconnecté du travail. Ce qui rend les produits de Cornbread Hemp spéciaux, c'est qu'ils utilisent uniquement la fleur de chanvre biologique certifiée United States Department of Agriculture. C'est le meilleur pour une expérience la plus pure et la plus puissante possible.
Pas d'agent de remplissage, pas d'artifice, juste de la pureté à spectre complet dans de délicieuses saveurs pastèques, fruits rouges et pêche. Je les garde dans ma table de nuit pour me détendre quand j'en ai besoin. J'apprécie aussi leur transparence. Chaque lot est testé par un laboratoire tiers, donc vous savez exactement ce que vous obtenez. Et ils ont préparé une offre spéciale pour tous les auditeurs du podcast Success Story. Les auditeurs peuvent économiser 30% sur leur première commande. Il vous suffit d'aller sur cornbreadhemp.com/success et d'utiliser le code SUCCESS lors du paiement. C'est cornbreadhemp.com/success, code SUCCESS, pour 30% de réduction sur votre première commande de ces incroyables gummies. FreshBooks, sponsor de l'épisode, est la solution pour les entrepreneurs prospères souhaitant gérer efficacement leurs finances tout en faisant croître leur activité. Les chiffres sont éloquents. Plus de 30 millions d'utilisateurs ont choisi FreshBooks, traitant plus de 60 milliards en factures et économisant 192 heures par an sur la comptabilité. Pensez-y, cela représente presque 8 jours complets que vous pourriez récupérer pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, développer votre entreprise. FreshBooks est votre centre de commande financier tout en un. Créez des devis, suivez le temps, facturez vos clients automatiquement et enregistrez vos dépenses n'importe où. De plus, il s'intègre parfaitement à plus de 100 outils professionnels que vous utilisez déjà avec un service client primé. Si vous en avez assez de crouler sous les reçus et de courir après les paiements, voici ce que je veux que vous fassiez. Commencez votre essai gratuit de 30 jours sur freshbooks.com sans carte de crédit. Une offre spéciale vous attend, chers auditeurs de Success Story. Profitez d'une 60% pendant 6 mois sur freshbooks.com pricing offer. Transformez votre entreprise avec FreshBooks. Visitez freshbooks.com pricing offer pour 60% de réduction. C'est pourquoi je déteste l'idée de l'autodidacte, parce que tout le monde s'est construit avec l'aide de clients, d'investisseurs, de cofondateurs, d'employés. Personne ne l'a fait tout seul. Personne ne l'a fait seul. Oui, tout le monde peut être riche. Je le crois avec chaque cellule de mon corps. Tout le monde sur Terre. 8 milliards de personnes. Je me fiche d'où vous êtes, qui vous êtes, quels sont vos problèmes. À part peut-être la bande de Gaza ou l'Ukraine, aujourd'hui vous pourriez créer de la richesse. Même les Ukrainiens pourraient s'enrichir, mais ils devront quitter l'Ukraine. Il faut d'abord le vouloir et être prêt à tout abandonner. Si tu n'es pas disposé à laisser derrière toi tout ce que tu as, comme lors de ton départ de Toronto, oui, il faut tout quitter, y compris les amis. Pour moi, ça a débuté à 25 ans, comme mentionné plus tôt. Avec mon addiction à la drogue, j'ai dû quitter mes amis, ma petite amie, tout ce qui était confortable. J'ai dû laisser derrière moi les bars, les boîtes de nuit et la maison où je vivais, absolument tout, mon frère. Je n'ai jamais eu de succès dans ma vie, jamais atteint un niveau supérieur de réussite sans devoir quitter quelque chose que j'aimais. Sache que tout dépend de toi. Personne ne te sauvera. Personne ne te sauvera, ni le gouvernement, ni tes amis. C'est une responsabilité totale. Ils pourraient peut-être, mais ils viendront te sauver, mais pas moi. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas. Personne n'est jamais venu me sauver. Personne ne viendra me sauver, ni moi ni Scott. Ils viendront peut-être pour vous, mais pas pour nous. Pour réussir, que ce soit pour gagner de l'argent, créer de la richesse, monter une entreprise ou travailler avec quelqu'un de dévoué, tu dois vraiment prendre possession de ta propre merde. T'es pas obligé d'être le meilleur, mais tu dois t'impliquer à fond. Certains ne peuvent se contenter d'être dans le top 3. Ils veulent absolument être numéro 1, peu importe le domaine. C'est une question de responsabilité personnelle par rapport à sa situation, et je suis entièrement d'accord avec ça. Une chose que j'apprécie, c'est que tu parles souvent d'Elena et de ton mariage, de sa solidité et de son importance. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Avoir cette personne à la maison fait toute la différence. C'est la seule chose à laquelle la plupart des gens ne prêtent pas assez attention. Le bon partenaire, Non, moi non plus. Je veux dire, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je ne... Si j'étais vraiment honnête, je ne fais pas un assez bon travail en tant que mari. Je me donnerais une de mes plus mauvaises notes dans la vie en tant que mari. Je sais que je ne suis pas à la hauteur. En tant que père, je suis vraiment super. Je ne vois pas les choses autrement. En tant qu'ami, genre 60 sur 100. Je ne suis pas un super ami, d'accord? Les relations, ouais. Transactions? Oh merde, mec, je suis genre à 99. Je suis un gars de transactions. J'adore les transactions. Tu ne peux pas me dire que c'est plus facile de construire quand tu es célibataire.
Le golf, je suis genre à 65 ou 70, mais j'aime jouer correctement. Mais je ne sors là-bas que pour faire des affaires. Je comprends. Non, tu sais, rencontrer des gens, rencontrer de nouvelles personnes et socialiser, je suis vraiment nul à ça. Ouais, mais je n'aime pas ça. Mais tu ne penses pas qu'il y a un avantage à avoir cette relation? Non, il y en a un. Je te dis juste que je ne suis pas doué pour ça. Donc, tu me demandes des conseils sur les relations et je suis là. Tu demandes à un gars qui n'est pas super là-dedans. Je te demande juste de dire si c'est important ou pas. Ouais, c'est très important, mec, bien sûr. Allez, tu sais, on vit ensemble, on dort ensemble, on se réveille ensemble, on va se coucher ensemble, on partage des enfants ensemble. Genre, soit tu réussis ça, soit tu ne le fais pas. Et ça va être avec toi tous les jours. La chose la plus importante est probablement ta relation avec toi-même. Donc, c'est l'autre chose, genre, à quoi ressemble cette relation? Tout le monde parle de l'autre personne, ouais, mais qu'en est-il de la relation avec soi-même? Comment tu te sens par rapport à toi-même? Parce que si je ne règle pas ça, je n'aurai pas une bonne relation avec quelqu'un d'autre. Je suis brutalement honnête, mec, OK? Ouais. Est-ce que tu trouves que ta relation avec toi-même est bonne? Oh, ouais, c'est bon avec moi-même, ouais. Mais la plupart des gens, non, la plupart des gens, tu vois, le monde dans lequel je vis est tellement solitaire, frère. OK, parce que personne, et je veux dire vraiment personne, quand ils sont sous pression, dans certaines situations, des situations très récentes d'ailleurs, partenaires, employés, conjoints, tout le monde est comme... Je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie ici. Bien sûr que non, mec, c'est moi qui connais ce livre de jeu. D'accord, c'est mon livre de jeu. C'est ce que je dois faire. Et à ce moment-là, t'es tout seul. D'accord, donc vous pensiez pas que j'allais avoir une femme. Vous pourriez penser que Gina va te soutenir. Gina ne va pas toujours te soutenir. Il y aura des moments dans la vie où tu atteindras un point. Personne ne va te soutenir et tu fais la bonne chose. Tu vas faire la bonne chose et tout le monde va dire pas cette fois, Scott ne peut pas te soutenir sur ce coup-là, mon pote, parce qu'ils ne savent pas ce que tu traverses à ce moment-là. Ils ne savent pas ce qui est bon pour toi actuellement. Et donc, il y aura des moments dans la vie, mon pote, où tout le monde, et c'est là que tu ferais mieux d'être sûr d'avoir raison. Je ne parle pas d'être narcissique, ni d'arrogance, ni d'un excès idiot de confiance en soi. Ou d'illusion. Dans la vie, il faut savoir que tu as raison plus souvent que tu as tort, et que tu as déjà prouvé que tu as raison plus souvent que tu as tort. Comment peux-tu être sûr de prendre la bonne décision? Fais ce qu'il faut et assure-toi que ça marche. C'est ce que je dis à ma fille. Le travail construit la confiance. Un travail régulier et fructueux renforce davantage la confiance. Cela renforce la confiance. Vous avez peut-être vu certains des procès dans lesquels j'étais impliqué, n'est-ce pas? Et tout le monde se demande pourquoi je rends cela aussi public. Pourquoi laisse-t-il les gens au courant de ce procès? Il y en a eu un l'année dernière, un cette année. J'ai seulement eu 4 ou 5 procès dans toute ma carrière. Les publics sont bruyants. Je n'en ai débuté aucun. Au fait, je n'en ai commencé aucun, c'est eux qui l'ont fait, et ensuite j'essaye de régler ça discrètement, mais ça ne disparaît pas, alors je me dis, bon, maintenant, je dois y aller à la Grant Cardone. C'est là que tu découvres à quel point tu as du gangster en toi. Mais le problème avec le gangster, le problème avec le vrai boss, le problème avec le gars qui va vraiment à fond, c'est comme Tom Brady, c'est le truc de fin de match. Ces gens-là ne sont pas seuls à ce moment-là. C'est quelque chose que personne ne peut te dire. Tu ne peux pas y être préparé. Tu dois te faire confiance pour faire la bonne chose. Je travaille sur un projet qui sortira ici la semaine prochaine. Peut-être dans 4 jours, cette semaine, ça devrait vraiment l'être. Je t'aurai interviewé ensuite. La semaine d'après, on aurait pu faire beaucoup de choses. Je vais te donner un petit aperçu, d'accord? Je vais te donner un petit aperçu. Attends, laisse-moi vérifier. C'est sur mon téléphone en ce moment. Malheureusement, ah oui, l'aperçu, c'est que c'est mon moment, d'accord? C'est mon moment. Je t'enverrai la photo la semaine prochaine. En voilà donc, Il se passe beaucoup de choses. Quand les gens font des choses comme moi dans les coulisses, tu sais, tu ne le sais jamais. Et puis, quand ça sort, quand ça arrive, tu te dis, tu as l'air bien, mec, plus rien de mauvais. J'essaie, d'accord? Tu nettoies facilement là-bas. Tu enlèves un pli, ouais, il a l'air bien, d'accord? Et il y a des choses qui se passent en coulisses que les gens ne savent pas. Et puis, tout d'un coup, ça arrive sur le devant de la scène. Et tu te demandes, pourquoi il a fait ça?
Dans ce cas, pourquoi Grant a-t-il rendu cela public? D'accord. Eh bien, il y a une raison pour laquelle je l'ai rendu public. Je ne suis pas stupide. Mais tout le monde autour de toi, Donald Trump doit se sentir très seul, c'est certain. Tu penses que Melania le soutient à 100%? Elle doit le trouver fou de faire ce genre de bêtises la plupart du temps. Les gens le croient fou. Écoute, tous doivent le penser. Il n'y a aucune chance que ce gars fasse ce qu'il fait tous les jours et qu'il reçoive du soutien de tout le monde autour de lui. C'est impossible. D'abord, il y a trop de monde pour avoir autant de soutien. Tu ne peux pas avoir autant de soutien. Tout le monde autour de lui a sa propre opinion. Ouais, donc si tu es dans une position de leadership, un jour tu te retrouveras dans une situation où tu devras partir. Prendre une colline, tu dois y aller. Tu dois partir, tu seras en mission et tu vas lever les yeux. Il y aura plein de gens autour de toi, derrière toi. Frérot, t'es tout seul, d'accord? Tu es le leader. Il n'y a pas 50 leaders, il y a un leader. Et si tu dois demander à tout le monde ce qu'il faut faire, en ce moment, tu n'es pas un leader parce que quand tu leur demandes « Et qu'est-ce que vous en pensez? » tu vas entendre « Non, 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 ne fais pas ça. » Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Je ne connais pas la bonne chose à faire pour toi, mais quand je m'y rends, Tu dois te faire confiance, quoi qu'il arrive. frérot, tu dois te faire confiance et tu ferais mieux d'avoir raison. Tu dois avoir raison beaucoup plus souvent que tort, par 10 fois. Ouais, ça veut dire que tu dois avoir raison très souvent, d'accord? C'est pour ça que j'ai dit, pas de faillite, pas de saisie, pas de défaut de paiement, jamais de report, jamais. J'ai une liste de jamais. Jamais de report, jamais de faillite, jamais de saisie, jamais, jamais, jamais en retard sur une facture. D'accord? Jamais. J'ai été en retard sur une facture et je n'ai jamais payé ce gars-là. Je ne le paierai jamais, d'accord? Jamais perdu un procès, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième. J'ai donc été audité par le fisc 4 fois. Jamais perdu, jamais perdu, jamais perdu et jamais perdu. Ça peut sembler arrogant, mais ce que j'essaie de dire, c'est que vous devez faire de la victoire une priorité. Ne commencez pas un combat que vous ne pouvez pas finir. Évitez d'entamer un procès que vous ne pouvez pas gagner, car cela nuirait à votre image. Tu sais, ne commence pas une dispute avec ta femme que tu ne peux pas gagner, c'est juste une perte de temps parce que tu as d'autres batailles à mener. Et c'est là que je reviens à la question de la relation. Ma femme et moi, on s'en sort bien surtout quand on se concentre uniquement sur le fait de repousser l'ennemi. Et il faut se rappeler qu'elle n'est pas l'ennemi. Oui, tu sais, il y a un ennemi et il y a une cible. D'accord, et quand on est au mieux, après 21 ans de mariage, on reste concentré sur la cible et l'ennemi, pas l'un sur l'autre. Je pense que c'est tellement important, oui, c'est exactement ça. On va conclure dans un instant, mais je veux juste dire aux entrepreneurs qui écoutent que la relation est importante. Ce ne sera pas parfait tout le temps, mais ce sera mieux que de ne pas être en couple ou de ne pas être marié à quelqu'un qui est un bon partenaire de vie. Il faut trouver un moyen, d'assumer tout ce que tu traverses. Gérer. Et puis oui, tu sais, les gens disent que tout le monde doit échouer, mais ce que tu me dis, c'est que tu sais quoi, il faut gagner, il faut gagner. Si tu ne le fais pas, tu dois être dans le jeu, mec. Et tu n'es pas obligé d'échouer. Tu devrais être dans le jeu et gagner. Tu devrais faire de la victoire une addiction. Pour revenir à la question des relations, comme l'histoire de Bill Belichick, 76 ans avec une femme de 25 ans environ. 51 ans, mon pote. J'ai vu un truc là-dessus ce matin, je me disais que je ne peux même pas imaginer être célibataire. J'ai gagné tellement plus d'argent en tant qu'homme marié que je n'en ai jamais gagné en étant célibataire. Donc ta famille ne va pas te freiner, elle va te rendre meilleur, surtout les enfants. Les enfants vont te rendre plus créatif. Ma femme a... Si tu choisis le bon conjoint, mec, ils vont t'aider, tu vois. S'ils croient vraiment en toi, oui, je ne sais même pas si ma femme croit vraiment en moi. Je pense juste que ma femme croit que je suis celui qui peut vraiment faire arriver les choses. Alors elle rêve de ses grandes idées, elle ne se soucie pas vraiment de ce que je dois traverser dans le processus. Elle se dit juste, non, je pense que je peux le lancer là-bas et qu'il peut le faire. Tu le fais, je le fais, mec. Donc c'est mieux que quelqu'un qui pense petit. C'est toujours mieux que quelqu'un qui pense petit. Tu veux? Mais ça devient un peu épuisant, tu vois, parce que je me dis, bon sang, mec, on peut le faire. Et elle dit, non, 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 tu peux le faire. Elle dit, tu peux le faire, mais c'est ça, son on. Ouais, son on, c'est moi qui dois aller le faire.
Je veux demander, ouais, et elle est... Génial au fait, Elena. Je sais, c'est une personne phénoménale. Elle est vraiment unique. Ouais, c'est une force, elle est un peu... Mais c'est pour ça que quand tu t'associes avec la bonne personne, ouais, c'est là que la magie opère. Vraiment la magie, ouais. Deux choses pour conclure. D'abord, on m'a en fait dit de poser cette question parce que, apparemment, tu donnes une réponse différente à chaque fois. C'est une question amusante. Oh ouais, tu dois dire au public quelque chose que tu n'as jamais dit à personne auparavant, quelque chose sur toi que personne ne sait. Je ne peux pas faire ça, moi. Je pensais que tu ne voulais pas éditer, mais finalement, tu vas le faire. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne auparavant. Tu pourrais me mentir sans que je le sache, mais non. J'essaie de trouver quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. C'est une question difficile car j'ai déjà tellement parlé dans ma vie. D'accord. Quelle est une idée qui te traverse l'esprit en ce moment et que tu n'as pas encore vraiment... Ouais, je remets en question toute cette histoire de Californie, tu sais. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de faire ça en ce moment, donc... je suis allé en Californie 3 fois pour voir si je pouvais réveiller l'État et le faire basculer du côté républicain. Et ce matin, je me réveille en me disant « Mec, j'ai trop d'autres choses en cours, je n'ai rien à faire là-bas. » Je ne sais même pas si j'ai envie de dire ça à quelqu'un, mais on peut... Je ne sais pas si c'est possible de retourner la situation. Je ne sais pas si c'est possible de retourner la situation. Je veux dire, j'irais là-bas si je pouvais le faire, si je savais que je pouvais le faire, si je savais que les gens voulaient faire ça. Je connais les gens qui se présentent là-bas en ce moment pour les républicains. Il n'y a aucune chance qu'ils y arrivent. Ils ne sont tout simplement pas assez charismatiques. Ils ne sont pas assez énergiques. Ils ne pensent pas assez en dehors des sentiers battus. Ils ne sont pas des tueurs, donc ils n'y arriveront pas. Du coup, ça me donne l'impression d'être obligé, comme si je pouvais aller là-bas et faire la différence. Je pense vraiment que je pourrais gagner. La Californie, 3e ou 4e plus grande économie mondiale, est une ressource phénoménale. C'est un terrible gâchis, car elle était autrefois incroyable. Incroyable. Et maintenant, tout a dérivé. Alors peut-être que je vais juste, vous savez, rediriger le Canada. Ce projet pourrait être ton premier au Canada selon le Premier ministre, ok? Et pour finir, tu as déjà partagé beaucoup de sagesse et de conseils. Si je devais choisir le conseil le plus important à transmettre à mes enfants, ce serait de toujours rester fidèles à leurs valeurs et à leur intégrité, car c'est ce qui les guidera dans leurs choix et leurs actions tout au long de leur vie. On n'accomplit rien de grand sans sacrifier de bonnes choses.